je vais finir par une note d'espoir, je dirais, où là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Vous voyez. One of boxing's greatest amateur heavyweights, meeting the sport's greatest professional. Teofilo Stevenson never fought Muhammad Ali, but after winning 2 Olympic gold medals, he was offered $5 million to turn pro and fight the champ. He refused. In Jamaica, but brought up in Las Tunas in Cuba. He now enjoys a quiet life, working for the Cuban Ministry of Sport and spending time with his family. But in the 1970s and 80s, this unassuming man conducted a reign of terror in the Olympic ring. Under the guidance of Alcides Segarra, Stevenson quickly developed from a raw prospect to a polished boxer. Like Cassius Clay, he combined a heavyweight physique with the speed of a lightweight. In Munich in 1972, he was in a class of his own. In the semi-final, Stevenson hammered Peter Hussing into submission. The German later claimed that he had never been hit so hard. When Romania's Ion Alexei fractured his thumb during his semi-final victory and was unable to contest the final against Stevenson, many observers felt that it was a lucky break. At the Montreal Games 4 years later, many of Stevenson's opponents adopted the same defensive strategy. Keep retreating and try to stay out of reach for 3 rounds. Unfortunately for them, the Cuban was a great ring general. They could run, but there was nowhere to hide. In the semi-final, Stevenson faced Johnny Tate of the USA. Tate tried an alternative strategy. He pressed forward, hoping to pressure the Cuban into making a mistake. In the final, Romania's Mircea Simon wore the air of a man on his way to the gallows. He ran from Stevenson for 2 rounds. Few could have blamed him for trying to stay out of harm's way. When he did try to mix it in the 3rd round, the result was inevitable. A jolting right over the top earned Stevenson his 2nd gold medal. It could also have earned him millions of dollars, as he was offered lucrative contracts and a chance to fight Muhammad Ali. Stevenson was not interested. I think that professional boxing is inhumane. Behind the professional fight game, there are other interests, financial interests, material things. What would happen if Stevenson did come to the States and turn pro? How close is he to you as we're on camera now, George? Stevenson is about as better fighter I've ever seen, professional or amateur. I haven't seen this much class and skill in a professional ring for a long time, nor in the amateur. Stevenson would undoubtedly become champion of the world professionally if he decided to. Are you telling me, George Foreman, that he could come up and beat you and Ali? He could come up and be champion of the world. It doesn't matter who he beat. He has the skill and the qualification anytime he wanted to become champion of the world. How much time would he need as a pro to be able to do that? He'd rather be red than rich, said one American headline. Stevenson went on to win a 3rd Olympic gold in Moscow. Cuban television described Stevenson as the glory of the sport, praising his infinite modesty and absolute loyalty to the Cuban Revolution. Stevenson was one of only 3 boxers ever to win a trio of Olympic golds. He never got a chance to try for a 4th because Cuba refused to attend the 1984 Olympic Games in Los Angeles. Stevenson retired in 1988 and dedicated the rest of his life to coaching other Cuban boxers. Una de las cosas que no me gusta que me pregunten es, ¿ha recibido ofertas? De tal modo, sí es verdad. Pero yo he dado respuesta a esas cosas porque tengo conciencia de lo que representa a mi pueblo, que ha hecho
mi pueblo por el deporte, por la educación, por una serie de cosas. Es un pueblo que tiene conciencia política y lo que he dicho siempre, que yo no cambio en ese momento dije que yo no cambiaba ni lo cambio por todos los dolores del mundo. En cuanto suene el bongo, en cuanto suene el bongo. Teófilo Stevenson a été 3 fois champion du monde, non, champion olympique de boxe poids lourd. C'est sans doute le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe moderne. C'était, on va dire, l'anti-Mohamed Ali. Car en fait, il était dans un pays socialiste qui s'appelait Cuba. Il n'a boxé qu'en amateur, car le régime socialiste cubain estimait que la boxe professionnelle avait à voir avec les jeux du cirque, qui était quelque chose de faire se battre des nègres pour de l'argent devant un public de blancs, était quelque chose de malsain. On le voit d'ailleurs avec la fin tragique de Mohamed Ali, qui est la maladie de Parkinson. Et surtout, ce grand Teófilo Stevenson a vécu une vie humble, bien que ce soit le plus grand boxeur de tous les temps. Il n'a jamais vraiment gagné d'argent. L'État cubain, pour le remercier d'avoir porté haut les couleurs de la révolution cubaine, de l'État cubain et du socialisme cubain, lui a offert une maison où il a vécu heureux au milieu des siens. Il est resté cadre et entraîneur. Il a formé notamment Savone, qui lui-même a été aussi 3 fois champion olympique. Et Stevenson a été 3 fois champion olympique. Il aurait dû l'être 4 fois parce qu'il y a eu le boycott des Jeux olympiques de Los Angeles. Et on voit là un personnage incroyablement positif, c'est-à-dire un type qui n'a jamais recherché l'argent, qui a compris que le bonheur était aussi fondé sur les valeurs, quelque chose qui existait dans le socialisme et dans l'espoir socialiste, qui fait que moi j'ai été communiste pendant des années. Et je pense qu'il est mort très récemment. On n'en a pas parlé beaucoup. Il était important on va montrer des vidéos, de montrer ce qu'a produit le régime cubain et la révolution cubaine, sur lequel crache toute la gauche française, notamment en organisant des espèces de cérémonies de glavios, notamment au théâtre du Rond-Point. Cuba oui, Castro non. Pour mobiliser l'opinion, Reporters sans frontières fait appel à des stars. Sophie Marceau lit un poème de Raoul Rivero. Je n'ai rien contre ceux qui m'ont rendu la vie impossible, mon unique et pauvre vie passagère. Avec des connasses siliconées comme Catherine Deneuve qui viennent parler sur le régime cubain. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que pense Catherine Deneuve de la révolution cubaine? Je sais pas, vous voyez. Voilà. J'ai un grand respect pour la révolution cubaine et pour Fidel Castro parce qu'il a permis des êtres supérieurs, qui sinon auraient été des esclaves sous Videla, des êtres supérieurs, humainement et sportivement, comme Teófilo Stevenson, qui est mort la semaine dernière. Voilà. Il est 9h sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 9h et une information qui est tombée il y a quelques dizaines de minutes. Thierry Roland est décédé à l'âge de 74 ans. 50 années d'antenne et 13 Coupes du Monde commentées à son actif. Thierry Roland est mort d'un AVC dans la nuit. Cette grande figure du sport et de la télévision nous a quittés. Thierry Roland est mort la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Ils viennent dire adieu à la voix du football français. Les grandes figures du sport, de la télévision, mais pas seulement. C'est comme si on perdait un père. C'était quelqu'un de magique, quoi. Les gens s'identifiaient à lui. C'était comme si on était autour d'un salon en train de boire un coup, de boire une bière et de regarder un match de foot. Il a su magnifier le sport par la parole et par le texte. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre? Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non? Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Je savais qu'elle plairait. On a appris la mort du philosophe et ancien militant communiste reconverti dans le négationnisme, Roger Garaudy. Il avait 98 ans. Agrégé de philosophie, il avait été un éminent dirigeant communiste dans les années 50 et 60 avant de dériver vers l'antisémitisme. Il avait d'ailleurs été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Thierry Roland et Roger Garaudy. Roger Garaudy, il y a eu 3 entrefilets pour dire que ce type qui avait été résistant, enseignant, agrégé de philo, ami de l'abbé Pierre, combattant de la vérité, de la justice et de la défense des arbres toute sa vie, était devenu une merde immonde parce qu'à un moment donné, par un livre qui s'appelle
que nous avons là, tiens, qui s'appelle « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », en vente sur Contre-Culture. Hein. Par ce livre-là, il était devenu un ignoble salaud, une ignoble ordure, parce qu'il était devenu négationniste. Le procès de Roger Garaudy s'est ouvert. Les Juifs, je crois même que sous Hitler, il y a eu le plus grand pogrom de l'histoire contre les Juifs. Ce que je nie, c'est que simplement, on réduise les crimes d'Hitler à ce pogrom. Ce serait déjà horrible. Un seul Juif serait mort, ce serait déjà un crime. Plus étonnant encore, l'auteur reçoit dans une lettre de 5 pages le soutien de son ami l'abbé Pierre. À 85 ans, celui qui jouit d'une popularité sans faille auprès des Français de tous origines s'explique. Garaudy, que je connais depuis 40-50 ans, à travers toutes les péripéties de son existence, est le type, pour moi, de l'honnête homme. Que l'on vienne lui montrer que sur un point, avec un document, une preuve, il se trompe. Immédiatement, il le dira. Et puis, il faut savoir que Roger Garaudy, dont le livre fait scandale, a été communiste pendant plus de 30 ans. Ce qui est mis en lumière aujourd'hui, ce sont les liens entre extrême gauche et extrême droite, sur fond d'antisémitisme. C'est un petit peu le nouvel ordre économique mondial incarné par les États-Unis et un refus d'une solution européenne et social-démocrate. Il y a toujours ces éléments-là. Nous sommes toujours dans le même processus. Antisémitisme, ça parle des sémites. Monsieur Praskier n'est pas sémite, c'est un Polonais, et en plus sa langue d'origine est une langue germanique, c'est le yiddish. Hein. Donc de toute façon le sémitisme est un truc, est un racialisme, et en plus un racialisme linguistique. Donc il n'y a rien de sémite chez ces gens-là, donc pourquoi ne pas employer les vrais mots? Judéo-critique, c'est beaucoup mieux, ça critique une religion, donc un système de valeurs. Dans un État laïque comme la France, on peut critiquer une religion. Houellebecq a pas manqué de le faire en disant que l'islam était une religion de couleur de chameau. Il a gagné au tribunal, il a le droit de le dire. Donc j'ai bien le droit de dire que le judaïsme est une religion de menteurs et d'escrocs. La République française me l'autorise. Hein, voilà. Donc Garaudy était un saint homme, hein, un type qui a voué toute sa vie à la vérité, à la défense des humbles. Et à un moment donné, on me dit que c'est devenu une ordure, parce qu'il a critiqué Israël et fait un lien entre Israël et une certaine mythification de la réalité historique qui s'appelle la Shoah. Je rappelle que la Shoah n'est pas dans Nuremberg. Hein. Enfin, pour la loi Guesso. La Shoah, le mot n'est jamais écrit dans Nuremberg, hein, ça n'existe pas, ça a été inventé dans les années 80. Donc je n'attaque pas les comptes rendus de Nuremberg en critiquant la Shoah, ce n'est pas dans Nuremberg. Hein, voilà. Bon, déjà, c'est pour mon avocat. Voilà. Et donc, ce pauvre Garaudy serait devenu une ordure parce qu'il serait devenu négationniste. Donc je dis, j'ai déjà toujours, voilà, on triche sur les mots, le négationnisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est le révisionnisme, qui est le processus naturel de l'historien, qui est de toujours passer, on va dire, de l'idéologie dominante à quelque chose d'un peu plus objectif, qui aurait à voir avec quelque chose de l'ordre des sciences humaines honnêtes, parce que plus on s'éloigne de la période historique jugée, plus on s'éloigne du pouvoir, et donc plus on peut passer de l'idéologie à l'histoire. Donc tout historien est par essence un révisionniste, et qu'il est évident que la version officielle des vainqueurs un an après la guerre ne peut pas être de l'histoire. Et que pour faire de l'histoire, il faut de temps en temps retourner, travailler aux sources, aux documents, etc., avec du recul. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est fait. On a beaucoup moins de recul aujourd'hui sur la Deuxième Guerre mondiale qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que dans les années 50, dans les années 60, les années 70, 80, etc. On ne fait que reculer de ce point de vue-là, à cause notamment de la loi Guesso. La loi Guesso a été votée pour empêcher aux historiens de faire de l'histoire. Parce que sans la loi Guesso, ils auraient défoncé la mythologie shoatique. C'est une évidence. Hein, voilà. Et donc Garaudy, qui à un moment donné, comme c'était un humaniste, et qui s'est effectivement engagé du côté des Palestiniens, comme l'a fait Jean Genet, comme l'ont fait tous les humanistes, dont le cœur a saigné sur l'injustice faite aux Palestiniens, il a fait le lien entre la Shoah et l'impunité israélienne. Hein, voilà. Et il a écrit ce bouquin, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Il a été envoyé au tribunal, déshonoré, diffamé, lui qui était quelque part, je dirais, intouchable moralement. Il avait été ministre communiste, membre du PC, il avait dénoncé la dérive stalinienne, il s'était fait exclure du PC parce qu'il ne voulait pas couvrir la pacification de la Tchécoslovaquie. Enfin, vraiment, c'était un saint homme. Hein. Et puis d'ailleurs, il s'est reconverti au catholicisme, puis à l'islam. Et la façon dont on parle de Jésus dans le Coran est tout à fait remarquable. Lorsqu'on parle de l'Annonciation, le texte est même plus beau dans le Coran qu'il ne l'est dans l'Évangile. Par conséquent, je n'ai pas vu pour moi de difficulté. J'ai vu cette occasion unique de trouver une religion qui ne prétende pas être unique, mais qui prétend être au contraire la religion fondamentale et première, celle qui a été apportée, je le disais tout à l'heure, au premier homme, à Adam, comme le dit le Coran, quand Dieu a insufflé en lui de son esprit, et par conséquent, trouver là le dénominateur commun
de toutes les religions est capable d'en faire l'unité. C'est cela qui, à mon avis, fait l'originalité de l'islam. Un chrétien de langue arabe, lorsqu'il prie, dit Allah lorsqu'il veut parler de Dieu. Par conséquent, c'est un exemple, je crois, typique de cette unité, et c'est grâce à cette unité que je suis venu avec tant de joie à l'islam sans avoir rien à renier de mon passé. Il a eu le même genre de processus, quelque part, que moi, Dieudonné, etc., les gens qui essaient, qui combattant de la vérité. Et là, je vois les médias lui crachent un petit peu à la gueule en disant, bon, c'était un honnête homme qui, à un moment donné, est devenu une merde parce qu'il est devenu négationniste. Comme par hasard, il a touché aux intérêts de la communauté organisée et de la manière dont la communauté organisée nous domine, nous écrase sur le plan symbolique. Hein. Voilà. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Donc effectivement, Garaudy traité comme un chien crevé, mais par contre, on en a fait des tonnes sur Thierry Roland. Qui était Thierry Roland? Un con qui commentait le football. C'était un beauf total, mais c'est un peu comme le Robert Nataf là, qui jouait les beaufs sous le nom de j'ai oublié son nom, de Victor Lanoux. Là, lui, c'était un vrai con. Hein, il y en a un vrai beauf, quoi. Mais je veux dire, j'écoutais Thierry Roland, je regardais les matchs de foot, ça me fait marrer. Mais que dans un pays, on crache à la gueule d'un type comme Roger Garaudy, dont on parle 2 minutes dans les médias, et qu'on passe en boucle comment dire, je sais pas comment on dit, le panégyrique, je sais pas comment on dit, l'éloge funèbre d'un con comme Thierry Roland prouve bien qu'on est une société malade et de valeurs totalement inversées. Je veux dire, voilà, à un moment donné, j'ai regardé le journal le jour de la mort le journal de TF1 du soir, tout le journal a été sur Thierry Roland. Thierry Roland était journaliste sportif depuis près de 60 ans. Thierry Roland, c'était l'histoire d'une passion. Thierry Roland disait avoir appris à lire dans l'équipe. Thierry Roland parlait comme on cause au bistrot. À l'écran, Thierry Roland avait peu de limites. Thierry Roland avait ses habitudes à Marseille. Lorsqu'il s'y rendait pour le plaisir ou pour commenter les matchs, il s'asseyait à la table de ce restaurant. Ça fait 47 ans que je fais ce métier, que j'ai la chance de faire ce métier. Et ce métier, je l'ai fait parce que Thierry m'a donné les bases. J'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré parce que je sais pas, c'est quelqu'un, on n'imagine pas qu'il puisse disparaître, Thierry. Est-ce qu'on peut imaginer, Bichente, Guy, Christian, une minute de silence lors du prochain match de la France à l'Euro? Hommage unanime à Thierry Roland, l'incarnation du football à la télévision. Si on parle de Thierry Roland, c'est cette capacité qu'il a à laisser des souvenirs sur des formules. On aimait Thierry pour son style, et je pense qu'il faut dire qu'il avait vraiment inventé un style en télé. Il y avait le style Thierry Roland. Sans lunettes, c'est un homme populaire aux accents populistes, personnage multiple, à la fois chroniqueur des grosses têtes et chevalier de la Légion d'honneur, honoré par un 7 d'or. Et François Hollande a souligné qu'avec le décès brutal de Thierry Roland, le monde du sport et du football perd l'un de ses plus populaires et ardents supporters. C'est une catastrophe, je veux dire. Ce mec-là était un commentateur de football qui disait à peu près tout le temps des conneries, qui étaient drôles à ses dépens. Voilà. Donc voilà, Roger Garaudy et je m'honore d'appartenir au même pays que Roger Garaudy, grand humaniste, grand intellectuel, toujours du côté des pauvres, de la vérité, qui s'est sacrifié toute sa vie avec courage, mort à 98 ans, dans l'opprobre, la solitude et la pauvreté, hein, Champigny, Petit Pavillon, etc. Et de l'autre côté, voilà, Thierry Roland, c'est la France, effectivement, qui fait qu'on est quand même aussi un pays de beaufs, un pays de supporters de football qui n'est pas capable de jouer au foot, un pays même pas capable de se rendre au stade, puisqu'on a les stades les moins remplis d'Europe, hein, on les regarde à la télé pour écouter Thierry Roland. Voilà, donc comme je m'enorgueillis d'appartenir à la France de Roger Garaudy, j'ai aussi conscience d'appartenir à la France de Thierry Roland. Voilà. Et ce n'est pas pour ma plus grande fierté. Voilà. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Oui, alors moi, attention, comme je ne suis pas un antisémite, c'est-à-dire que je ne crois pas à la transmission des idées par le sang, vous voyez, parce que ce serait ça l'antisémitisme. Je crois que les systèmes de valeurs se transmettent par l'éducation, et que même s'il y a une forte imprégnation sociale, hein, on appelle l'habitus chez les sociologues de deuxième zone, là, on a toujours en dernière instance les moyens, par l'intelligence, d'adhérer ou non à un système de valeurs en fonction de critères moraux. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait de fatalité. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un type est né juif
qu'il porte en lui héréditairement, racialement et définitivement la laideur, effectivement, que Jean Solaire désigne, que tous les penseurs classiques désignent. Donc je ne suis pas antisémite. C'est-à-dire qu'a priori, rien n'est jamais joué, rien n'est définitif, rien n'est congénital, c'est-à-dire contracté à la naissance et de façon définitive. Voilà. Et donc, comme à la fois je montre du doigt une communauté organisée qui nous domine, et qui domine aussi d'ailleurs sa masse et sa base, en jouant souvent d'ailleurs contre elle, il y a une lutte des classes cachée par le tribalisme à l'intérieur de la communauté juive, le choix stratégique des élites, par exemple de Bernard-Henri Lévy, vont faire le malheur des juifs de base qui vivent aux côtés des Français pauvres et des Français d'origine immigrée, c'est une certitude. Hein. Donc il y a des antagonismes de classe à l'intérieur de la communauté, et les élites communautaires jouent le jeu de la domination, avec d'autres d'ailleurs, dans une coalition oligarchique mondialiste, en faisant souvent le malheur de sa base. C'est toute l'histoire juive, décrite d'ailleurs dans la controverse de Sion de Douglas Reed. Hein. Voilà. Donc non seulement j'ai le courage de montrer du doigt les élites juives pour ce qu'elles sont, mais je tends la main aux juifs du quotidien, aux juifs du base, aux juifs par hasard, parce que en fait, rien n'est racial pour moi, hein, contrairement à ce que croient eux, puisqu'ils croient que le génie se transmet par le sang de la mère. Hein. Aujourd'hui, tous les petits cons de juifs qui te disent « nous sommes le peuple des prix Nobel, etc. », alors que lui, ils vendent des jeans au sentier, je dis « mais toi, à part le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Hein. Mon QI est bien supérieur au tien. Et moi, je me prétends pas d'être de la race des seigneurs, vous voyez. Hein, je suis un moyen bourgeois déclassé savoyard, vous voyez. Voilà. Et mon intelligence vient essentiellement de mon travail et de ma souffrance. C'est les deux... Comme d'ailleurs, l'intelligence juive historique venait de son travail et de sa souffrance. De l'étude permanente du livre et le fait de victime d'une hostilité à cause, effectivement, des valeurs de leurs élites. Hein, voilà. Donc on voit bien que c'est la souffrance et le travail qui amènent l'intelligence, pas la race. C'est quand on commence à croire à l'intelligence raciale, on devient une bande d'imbéciles et on devient Bernard-Henri Lévy. Vous voyez, là, la boucle est bouclée. Donc je vais finir par une note d'espoir, je dirais, où là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Vous voyez. Parce qu'effectivement, il y a toujours l'ambivalence et la morale. Vous voyez. Donc déjà, je vais, avant de lire l'extrait d'un jeune juif qui m'écrit, parce qu'il y en a beaucoup de juifs qui m'écrivent pour me dire « je suis d'accord avec vous, je sais que vous êtes un homme de vérité, ce que vous dites m'interpelle aussi ». Des orthodoxes, des laïcs, il y en a, et il y en a tout le temps. J'en reçois, pas tous les jours, mais plusieurs par semaine, ce qui est très bon signe. Voilà. De même d'ailleurs que je reçois des Algériens qui me disent « vous avez raison de critiquer l'Algérie », des musulmans qui me disent « vos critiques de la communauté musulmane de France sont fondées ». Voilà, c'est pour ça que je fais ce travail aussi, parce que globalement c'est positif, ça tire tout le monde vers le haut. C'est pas, justement, je ne suis pas dans une logique de haine, moi, vous voyez. Voilà, je suis dans une logique de main tendue et de réconciliation nationale. Mon association s'appelle Égalité et Réconciliation pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs. Voilà. Donc déjà, je vais expliquer, ça sera peut-être même le lien avec Madonna et tout ça, pourquoi notamment les juifs orthodoxes m'écrivent pour me dire « nous vous soutenons, pour nous le sionisme est une hérésie ». Je vais expliquer en lisant la petite note que j'ai faite notamment à quelqu'un qui ne le comprenait pas récemment. Je dis voilà, de l'orthodoxie à la nouvelle religion juive, qui est le sionisme. Le sionisme auquel s'est rallié finalement la majorité des rabbins. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une conversion des religieux à quelque chose qui était une hérésie religieuse. Mais c'est pareil avec nous pour Vatican II. Les religions sont en dernière instance historiques. Elles se soumettent à l'idéologie dominante. C'est pour ça qu'il faut aller aux textes sacrés et aux apparitions, et aux anges, c'est-à-dire que voilà, c'est de Dieu dont on doit tenir la vérité, pas des églises. Hein, c'est très important. Je le dis aussi bien pour les musulmans, qui voudraient suivre aujourd'hui le sunnisme officiel saoudien, pour les catholiques, qui effectivement voudraient suivre le Rome, et pour les juifs qui voudraient suivre le rabbin Bernheim. Hein, voilà, écoutez Dieu, allez au texte. Les églises sont par définition fatalement des dévoiements historiques. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, de l'orthodoxie à la nouvelle religion juive qui s'appelle le sionisme, c'est quand Rothschild, qui est une réalité et une métaphore, c'est-à-dire la puissance économique juive, déclare qu'il a accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour ne plus attendre Israël de Dieu, mais se l'acheter lui-même. C'est le processus qui a amené à Israël, déclaration Balfour, la création de la banque, etc. C'est-à-dire, avec le ralliement progressif des juifs religieux au sionisme, on passe d'un peuple craignant Dieu et essayant de s'élever à l'exigence de sa promesse à un peuple se prenant pour Dieu, sombrant dans le narcissisme et le racialisme. Ainsi, le juif pieux traditionnel savait que sa souffrance était une punition divine, c'est clairement dans les Écritures, tandis que le juif moderne accuse partout le goy de sa souffrance et se croit le droit moral de déverser partout sa haine de l'autre pour son insoumission à sa volonté inextinguible de domination.
Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas, l'antisémite, et c'est quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à la domination juive. Ce n'est que ça, hein, c'est clair et net. Les antisémites, c'est ultra rare. J'en ai rencontré très très peu dans ma vie. Hein. Et donc, je dis ce peuple de la religion dévoyée, où on achète ce que Dieu vous a promis et que vous devez mériter. On n'attend pas qu'il vous le donne. On ne le mérite plus, on l'achète en douce dans son dos. C'est vraiment une insoumission à Dieu caractérisée. C'est satanique. Hein. C'est la révolte contre Dieu, et surtout d'avoir une récompense qu'on n'a pas méritée et qu'on ne mérite pas. Dieu les punira pour ça, c'est une certitude. Hein. Et c'est ainsi, je dis que c'est un peuple, donc, par ce ralliement à la religion sioniste, devenu peuple de la haine, dans la permanente inversion accusatoire. Voilà. Hein, nous sommes clairement aujourd'hui dans un peuple de la haine qui déclare sa haine du monde Goy, sa haine du Palestinien, sa haine de Dieudonné, sa haine de Soral, sa haine du Français de base, sa haine de Marine Le Pen, sa haine de quiconque ne se soumet pas à sa prétention suprémaciste, racialiste, fondée en dernière instance sur une domination par l'argent. Qu'est-ce que c'est que le sionisme aujourd'hui et la religion sioniste? C'est quand Rothschild se prend pour Dieu et achète quelque chose qui devait être la récompense de Dieu à un peuple qui était sorti d'une période d'errance maudite, parce qu'il n'était pas à la hauteur de l'élection divine. Hein. C'est-à-dire, c'est une entreprise de corruption, et c'est un blasphème le plus grave qu'il soit. Voilà. C'est pour ça que les juifs orthodoxes authentiques, puisqu'aujourd'hui il y a des religieux sionistes et des religieux authentiques, c'est compliqué, parce que voilà, cette église juive est dévoyée. Avant, il y avait les laïcs sionistes contre les religieux antisionistes. Aujourd'hui, il y a toute la confusion des religieux sionistes. C'est pour ça que les juifs religieux me disent « nous ne reconnaissons pas l'autorité du rabbin Bernheim. Pour nous, c'est un apostat et c'est un bolchevique. » Voilà, j'ai tous ces documents à disposition. Hein, voilà. Et là, pour finir, je reçois la lettre ce que j'appelle d'un juif non talmudo-sioniste, hein, qui m'écrit « Bonjour Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de terminer le livre d'Atzmon, donc le très bon livre de Gilad Atzmon que nous coéditons, et qui lui dit tout ça. Voilà, explique tout ça. Juif israélien, hein, et grand musicien de jazz. Type charmant avec qui j'ai dîné, nous échangeons une correspondance, comme quoi il n'y a pas de fatalité et de race dans tout ça. Il fait partie, comme moi je l'espère, de la communauté universelle des honnêtes gens. Voilà, ça existe. Hein. Voilà, et qui ont effectivement des tas de choses à se dire et peuvent constituer une communauté fraternelle au-dessus d'ailleurs des nations, ce qui n'empêche pas les nations. Car nous aimons bien pouvoir échanger nos différences culturelles au niveau culinaire, au niveau même linguistique, pour le plaisir de donner. C'est-à-dire, je lui donne mon génie français, il me donne son génie juif bien compris. C'est pour ça que nous sommes des anti-mondialistes, car le mondialiste amène au melting pot, à la culture unique, toujours d'ailleurs par son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire par le bas. Il suffit de regarder Joe Star pour comprendre que c'est la vérité. Voilà. Donc il me dit, Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien, je suis en train de terminer le livre d'Atzmon. C'est une bombe, comme on dit communément. Incroyable travail d'introspection et de réflexion critique sur la question juive. Au final, je dois avouer que l'essai fait mal et qu'il peut profondément déprimer une personne d'origine juive, quelle que soit l'une des trois catégories à laquelle il appartient. Hein, qui était le religieux, le communautaire et le juif par hasard, hein, c'est un peu les communautés d'Atzmon. Hein. Ce livre me confirme que cette communauté religieuse dont je suis originaire va s'en prendre plein la gueule. Effectivement, je le déplore aussi, et c'est contre ça que je lutte depuis ma condamnation de 2006 ou 2010 pour mes propos de 2004. Hein, voilà. Je ne suis pas sûr que l'on assiste, comme vous le soutenez, à la victoire préliminaire du Dajjal avant sa défaite future. C'est-à-dire que lui, il ne croit même pas que ces gens-là vont gagner dans un premier temps, comme je le pense moi-même en me référant aux Écritures. Il est probable que l'État incriminé disparaisse bien avant. Il parle d'Israël, hein, car la prise de conscience mondiale du mal et de son origine grandit tous les jours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Le mal, c'est Israël aujourd'hui, c'est clair. Hein. Ce n'est pas non plus évident que le soutien des États-Unis demeure indéfectible, car ce soutien va contre ses intérêts stratégiques dans le monde arabo-musulman. Oui, ça c'est le livre de Morsheimer et Walt. Effectivement, aujourd'hui, la communauté juive organisée sioniste a pris le pouvoir sur l'Amérique contre les intérêts de l'Amérique profonde. Ça commence à ruer dans les brancards au niveau des élites, certaines élites républicaines, au niveau de ce qu'on appelle les corps constitués, West Point, l'armée, etc., plus le petit peuple américain, je dirais, protestant, calviniste, ce peuple de pionniers, etc. Et c'est les révoltes en ce moment des 99% contre 20%. Ça risque de mal finir. Hein. Il ne faut pas oublier que l'antisémitisme éclate toujours
dans les pays où la communauté juive est la plus puissante et la mieux installée. C'est l'histoire de l'Allemagne hitlérienne, hein, qui était faite de juifs parfaitement assimilés, qui avaient fui la Russie puis la Pologne. Ils étaient heureux comme Dieu en Allemagne, jusqu'au traité de Versailles. Hein. Voilà, donc, pareil, pour ceux qui veulent venir avec m'emmerder sur la culture historique, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il dit, donc ce n'est pas non plus évident que le soutien des États-Unis demeure indéfectible, car ce soutien va contre ses intérêts stratégiques dans le monde arabo-musulman. Il est clair que le jour où les Américains laissent tomber les Juifs, ils sont très très mal. Hein. Il n'est pas sûr non plus que les pays arabo-musulmans, ou tout simplement musulmans, restent désunis à jamais. Ce n'est clairement pas dans leurs intérêts aussi. Là, je crois que malheureusement, ils sous-estiment le travail de destruction pervers qui a été fait par les islamo-sionistes, l'Empire anglais, les sionistes, les Américains, aujourd'hui les Français, etc., etc., etc. Bon. Alors bon, ça c'est son point de vue, quoi. Honnêtement, je pense que cela va faire mal, et il est possible que des gens comme moi, qui veulent juste vivre en paix, en bonne entente et en communion avec les autres, en pleine plein la poire. Voilà. Et ce jeune garçon s'appelle Florent D. Alors je dis à Florent D, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis d'ailleurs consterné que vos élites communautaires vous traitent finalement comme les élites capitalistes françaises ont traité le paysan français en l'envoyant dans les tranchées face aux paysans allemands. Ils vous envoient au casse-pipe. Je pense que Bernard-Henri Lévy n'est pas votre ami, il est même votre pire ennemi. Je pense que Praskier n'est pas votre ami, il est votre pire ennemi. Et je lui dis que moi, vivant, Florent, tu pourras toujours venir te réfugier chez moi, et je serai, comme je l'ai fait, comme mes ancêtres, mes vrais ancêtres physiques l'ont fait entre 40 et 45, puisque je suis issu d'une famille de résistants savoyards. Mon oncle Jean, compagnon de la Libération d'ailleurs, vient de mourir dans le nord de la France. Lui, il a fait 4 ans de camp, 2 tentatives d'évasion, rejoint De Gaulle dès l'appel du 18 juin, aviateur, observateur, descendu au-dessus de l'Allemagne, etc. C'est-à-dire, je viens, moi, d'une famille de résistants de savoyards, qui sont un haut lieu de la résistance. Pas comme on va prendre un exemple, pas comme Michel Drucker, je ne suis pas fils de collabo. Vous voyez. Donc je te dis Florent D, car je ne suis pas un racialiste et que je suis un humaniste authentique. Moi, mes amis et tous les gens d'égalité et de la conciliation te protégeront en faisant virilement rempart de leur corps contre tous les ennuis qui pourraient un jour t'arriver malheureusement à cause de la folie de tes élites et à cause de la bêtise malheureusement des masses qui malheureusement se transforment quand les choses dérapent, comme on le sait toujours, en bêtes sauvages. Voilà. C'est tragique, mais c'est là-dessus qu'a joué Bernard-Henri Lévy, n'oublions pas, pour faire liquider physiquement et sodomiser ce pauvre Kadhafi. Voilà. Et je finirai sur cette note d'espoir, cette main tendue et cette mise au point, voilà, morale et politique. Voilà. Sur ce, salut à vous tous et peut-être au mois prochain, si on me l'autorise. Voilà. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot, je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau, dès qu'il me touche c'est fini, je suis à lui,